La folie sanglante de Pierre Abélard, le génie, maudit, un génie, aux ténèbres insoupçonnées, et si le plus grand esprit du Moyen-Âge cachait un cœur noirci par la vengeance et la folie. Pierre Abélard, théologien et philosophe du IIe siècle, est célébré pour son intelligence et son amour tragique avec Héloïse. Mais sous cette façade brillante se dissimule une histoire terrifiante. Cette narration divisée en 7 parties captivantes dévoile les secrets les plus sombres de Pierre Abélard, ses obsessions mystiques, ses vengeances cruelles et un héritage qui défie la raison. Préparez-vous à plonger dans un Moyen-Âge où le génie flirte avec la démence. Appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées afin que cette histoire glaçante atteigne d'autres passionnés d'histoire, le génie. Tourmenté, les origines d'une âme fracturée, 1800-2200 mots. Imaginez-vous dans la France du XIIe siècle, où les salles des écoles cathédrales résonnent des débats théologiques les plus enfiévrés. Au centre de cette effervescence intellectuelle se tient Pierre Abélard, un homme dont l'esprit brillant éclaire le Moyen-Âge, mais dont le cœur cache une noirceur insoupçonnée. Né en 1079 à Le Palais, en Bretagne, Abélard est un prodige maîtrisant la logique et la dialectique dès son jeune âge. Mais derrière ces triomphes académiques, une tempête intérieure se prépare, alimentée par l'orgueil, la passion et une soif de vengeance qui marqueront sa vie. Fils d'un chevalier breton, Abélard renonce à une carrière militaire pour se consacrer à l'étude. À 20 ans, il défie les plus grands maîtres de Paris, comme Guillaume de Champeaux, dans des joutes intellectuelles qui attirent des foules d'étudiants. Les chroniques de l'époque, comme celle de l'historien Norderic Vitalis, décrivant un homme à l'intelligence fulgurante, mais aussi à l'arrogance démesurée. Cette assurance le conduit à une liaison scandaleuse avec Héloïse, une jeune femme brillante, placée sous sa tutelle. Leur amour passionné mais interdit devient une tragédie lorsque l'oncle d'Héloïse Fulbert découvre leur relation. Ce qui rend cette période si fascinante, c'est la manière dont l'amour d'Abélard pour Héloïse révèle sa dualité. Les lettres qu'ils échangent conservées dans les Epistolae Duorum Amantium montrent un homme déchiré entre la passion charnelle et une quête spirituelle. Mais lorsque Fulbert ordonne la castration d'Abélard en 1117, une punition brutale pour l'époque, quelque chose se brise en lui. Cet événement, loin de l'humilier, attise une rage profonde. Abélard entre au monastère de Saint-Denis, mais son esprit, autrefois dédié à la logique, commence à s'égarer dans des pensées plus sombres. Une analyse psychologique moderne pourrait suggérer que cet acte de violence a déclenché un traumatisme profond, peut-être une forme de stress post-traumatique, exacerbant des traits narcissiques. Abélard, humilié publiquement, canalise sa douleur dans une quête de supériorité intellectuelle et spirituelle. Ses écrits comme Sic et Non, qui remettent en question les dogmes de l'Église, sont jugés hérétiques par ses contemporains. Mais ce qui échappe aux chroniqueurs de l'époque, c'est l'obsession croissante d'Abélard pour des idées mystiques influencées par des textes ésotériques qu'il découvre dans les bibliothèques monastiques. Imaginez-vous dans une bibliothèque poussiéreuse, où Abélard, éclairé par une chandelle vacillante, dévore des manuscrits interdits. Ces textes mélangent de théologie hérétique et de philosophie occulte, promettent des révélations sur la nature divine. Fasciné, Abélard commence à expérimenter des rituels secrets, convaincu qu'il peut transcender les limites humaines. Ces pratiques, bien que discrètes, attirent l'attention de ses pairs, qui murmurent que l'érudit est en train de perdre la raison.
Ce qui rend cette période si troublante, c'est la transformation d'un homme admiré en un homme craint. Les étudiants qui l'adoraient commencent à s'éloigner, effrayés, par son comportement erratique. Si les origines d'Abélard vous intriguent, attendez de découvrir comment sa soif de vengeance a transformé sa vie en un cauchemar. La prochaine partie vous emmènera dans un monde où l'intellect devient une arme de destruction, la vengeance d'un érudit, une rage dévorante. Si les origines tumultueuses de Pierre Abélard vous ont intrigué, attendez de découvrir comment son génie s'est transformé en une arme de vengeance, teintée d'une noirceur qui terrifiait même ses alliés. Après sa castration, en 1117, et son entrée forcée au monastère Pierre Abélard, l'un des esprits les plus brillants du XIIe siècle, s'enfonce dans une spirale de rage et d'obsession. Cette deuxième partie explore comment sa quête de revanche contre ses ennemis, réels ou imaginés, a conduit à des actes si troublants qu'il semble défier l'humanité. Préparez-vous à plonger dans un monde où l'intellect devient une lame à double tranchant. Si cette histoire vous captive, appuyez sur j'aime, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées. Dans les années qui suivent son humiliation, Pierre Abélard, désormais moine à Saint-Denis, n'est plus l'érudit flamboyant qui captivait les foules parisiennes. Les chroniques de l'époque, comme celle de l'historien Ordéric Vitalis, décrivent un homme aigri dont les sermons sont empreints d'une amertume palpable. La castration infligée par les hommes de main de Fulbert, l'oncle d'Héloïse, n'a pas seulement mutilé son corps, elle a brisé quelque chose dans son âme. Pourtant, loin de se résigner, Abélard transforme sa douleur en une arme jurant de prouver sa supériorité à ceux qui l'ont humilié. Imaginez-vous dans le cloître sombre de Saint-Denis, où les moines murmurent à propos de ce nouvel arrivant, un homme dont les yeux brûlent d'une intensité inquiétante. Abélard, désormais dans la trentaine, ne se contente pas de méditer ou de prier. Il passe des nuits entières à écrire rédigeant des traités théologiques qui défient l'orthodoxie de l'Église. Son ouvrage « Sic et non » qui juxtapose des contradictions dans les Écritures saintes, scandalise les moines conservateurs. Mais ce n'est pas seulement son audace intellectuelle qui effraie, c'est son comportement. Selon un témoignage anonyme, Abélard organise des réunions secrètes avec un petit groupe de disciples où il partage des idées mystiques tirées de textes interdits. Ces réunions, tenues dans les recoins obscurs du monastère, prennent une tournure inquiétante. Les archives, bien que fragmentaires, mentionnent des rumeurs selon lesquelles Abélard pratiquait des rituels étranges, invoquant des vérités cachées à travers des prières non conventionnelles. Ces pratiques influencées par des textes ésotériques découverts dans les bibliothèques monastiques semblent mêler théologie chrétienne et éléments païens. Une analyse psychologique moderne pourrait suggérer que ces rituels étaient une tentative désespérée de reprendre le contrôle de son destin, une manière de surmonter le traumatisme de sa mutilation. À l'époque, cependant, ils sont perçus comme une preuve d'hérésie, voire de sorcellerie. Mais la vengeance d'Abélard ne se limite pas à des écrits ou des rituels. Il cible ceux qu'il considère comme responsables de son malheur. Fulbert, l'oncle d'Héloïse, devient l'objet de sa haine obsessionnelle. Selon une chronique locale, Abélard aurait utilisé son influence pour répandre des rumeurs sur Fulbert, l'accusant de corruption et de péchés graves. Ces accusations, bien que sans preuves solides, ternissent la réputation du chanoine et provoquent son isolement social. Mais Abélard ne s'arrête pas là. Des récits, peut-être exagérés par ses ennemis, suggèrent qu'il aurait orchestré des actes plus sombres, des moines qui critiquaient ses idées
tombaient mystérieusement malades et des manuscrits de ses adversaires disparaissaient dans des circonstances étranges. Ce qui rend cette période si troublante, c'est la manière dont Abélard utilise son génie pour manipuler son entourage. Imaginez la peur d'un jeune moine contraint d'assister à une de ces réunions secrètes, écoutant Abélard parler de vérités interdites avec une ferveur presque fanatique. Ses disciples, fascinés, mais terrifiés, deviennent des pions dans son jeu de pouvoir. Certains, comme un certain Bernard, un étudiant qui a laissé un témoignage écrit, décrivent Abélard comme un homme possédé, capable de convaincre n'importe qui par la force de ses paroles. Une analyse moderne pourrait voir dans ce comportement les signes d'un trouble de la personnalité narcissique aggravé par le traumatisme, la castration. Un acte d'une violence extrême aurait exacerbé son besoin de dominer et de se venger. Abélard, incapable d'accepter l'humiliation, transforme sa douleur en une croisade contre ceux qu'il perçoit comme des ennemis, l'Église, ses anciens rivaux, et même la société qu'il a jugée. Mais cette quête de vengeance le conduit à des extrêmes qui choquent même ses alliés. Des rumeurs circulent selon lesquelles il aurait tenté d'empoisonner un moine qui s'opposait à ses idées, une accusation qui, bien que non prouvée, alimente sa réputation de danger public. L'Église, déjà méfiante envers ses écrits hérétiques, commence à surveiller Abélard de près. En 1121, son ouvrage « Theologia Summi Boni » est condamné lors du concile de Soissons, et il est forcé de brûler ses propres écrits en public. Cet événement, loin de le calmer, attise sa rage. Il fuit Saint-Denis pour fonder son propre oratoire, le Paraclet, où il peut enseigner librement. Mais même là, sa réputation le suit, et les rumeurs de ses pratiques mystiques s'intensifient. Pour les habitants de la région, Abélard devient une figure ambiguë, un génie admiré, mais aussi un homme à craindre. Les paysans racontent des histoires de lumières étranges autour du Paraclet, et certains affirment avoir entendu des chants lugubres la nuit. Ces récits, bien que probablement exagérés, reflètent la peur collective d'un homme dont l'intellect semblait défier les limites humaines. Si cette spirale de vengeance vous semble déjà inquiétante, attendez de découvrir comment les obsessions mystiques d'Abélard l'ont conduit à des actes encore plus sombres. La prochaine partie vous emmènera dans un monde où la frontière entre foi et folie s'efface, révélant une facette terrifiante de cet érudit. L'abîme mystique, une obsession pour l'interdit. Si la vengeance d'Abélard vous a déjà troublé, attendez de plonger dans les abysses de son esprit, où sa quête de connaissances divines frôle la démence. Dans les années 1120, après avoir fui Saint-Denis pour fonder son oratoire du Paraclet Pierre Abélard, s'enfonce dans une fascination pour des pratiques mystiques interdites, défiant les limites de la foi chrétienne. Cette troisième partie explore comment son génie intellectuel s'est transformé en une obsession pour des vérités occultes, le conduisant à des actes qui terrifiaient même ses disciples les plus loyaux. Préparez-vous à un voyage dans un monde où la quête de l'absolu devient une danse avec les ténèbres. Si cette histoire vous captive, appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées. Après le concile de Soissons en 1121, où ses écrits sont condamnés comme hérétiques, Pierre Abélard trouve refuge au Paraclet, un oratoire isolé qu'il fonde en Champagne. Loin des regards indiscrets de l'Église, cet endroit devient son sanctuaire, un lieu où il peut poursuivre ses idées sans entrave. Mais ce qui commence comme un refuge pour l'enseignement se transforme en un théâtre d'expérimentation mystique. Les chroniques de l'époque, bien que fragmentaires, décrivant un Abélard obsédé par des textes ésotériques, mélangeant théologie chrétienne
et savoirs interdits, tirés de sources juives arabes et même païennes. Imaginez-vous dans l'oratoire du Paraclet une bâtisse austère entourée de forêts sombres, la nuit, tandis que les disciples dorment, Abélard s'enferme dans une petite chapelle éclairée par des chandelles vacillantes. Là, il lit des manuscrits anciens découverts dans les bibliothèques monastiques ou apportés par des érudits itinérants. Ces textes comme ceux attribués à des alchimistes arabes ou à des kabbalistes juifs promettent des révélations sur la nature de Dieu et de l'âme. Selon un témoignage d'un disciple anonyme, Abélard croyait pouvoir communiquer directement avec des esprits supérieurs pour accéder à une vérité divine, une ambition qui à l'époque était considérée comme une hérésie pure et simple. Ces pratiques prennent une tournure inquiétante. Les archives mentionnent des rituels nocturnes où Abélard, entouré d'un cercle restreint de disciples, psalmodiait des incantations dans des langues obscures. Certains témoignages, probablement exagérés par la peur, parlent de cercles tracés sur le sol, ornés de symboles étranges et d'offrandes de sang animal. Une analyse psychologique moderne pourrait suggérer qu'Abélard, traumatisé par sa castration et son exil, cherchait à transcender sa condition humaine à travers ses rituels, une quête désespérée pour retrouver un sentiment de contrôle. À l'époque, cependant, ces pratiques sont perçues comme une invocation du diable alimentant les rumeurs de sorcellerie. Ce qui rend cette période si troublante, c'est l'impact sur ceux qui entourent Abélard. Ses disciples, initialement attirés par son génie, commencent à craindre ses excès. Un jeune clerc nommé Robert rapporte dans une lettre à un ami qu'Abélard devenait de plus en plus erratique, alternant entre des éclats de colère et des moments d'extase mystique. Certains disciples quittent le Paraclet effrayés par les rumeurs selon lesquelles Abélard aurait tenté de manipuler les âmes à travers ses rituels. D'autres, fascinés par son charisme, restent, mais à quel prix? Les récits suggèrent que plusieurs d'entre eux, épuisés par les veilles nocturnes et les jeûnes imposés par Abélard, tombaient malades ou perdèrent la raison. L'Église, déjà alertée par les écrits hérétiques d'Abélard, commence à surveiller le Paraclet. Bernard de Clairvaux, une figure influente de l'époque, accuse Abélard de corrompre la foi chrétienne avec ses idées et ses pratiques. Dans une lettre célèbre, Bernard décrit Abélard comme un serpent dans le jardin de l'Église, une métaphore qui reflète la peur croissante que son influence inspire. Ces accusations, bien que motivées par des rivalités théologiques, s'appuient sur des témoignages concrets des villageois des environs, rapportent des lumières étranges autour du Paraclet et des cris étouffés dans la nuit. Imaginez la terreur d'un paysan local, passant près de l'oratoire, sous un ciel étoilé, entendant des chants lugubres portés par le vent. Les rumeurs se propagent. Abélard serait en train de pactiser avec des forces démoniaques, utilisant ses connaissances pour défier Dieu lui-même. Ces récits, bien que probablement amplifiés, reflètent une vérité plus profonde. Abélard, autrefois, un phare d'intellect, s'est perdu dans un labyrinthe de pensées interdites, incapable de distinguer la quête spirituelle de la folie. Ce qui rend cette période si captivante, c'est la manière dont Abélard, malgré ses excès, conserve une aura de génie. Ses disciples, même ceux qui le craignent, continuent d'être fascinés par ses idées. Ses écrits mystiques, bien que condamnés par l'Église, circulent en secret parmi les érudits, influençant des penseurs ultérieurs comme Pierre Lombard. Mais cette influence, à un coup, Abélard devient une figure de plus en plus isolée, rejetée par l'Église, et craint par ses propres étudiants. Une analyse moderne pourrait voir dans cette obsession un mélange de mégalomanie et de désespoir.
La castration combinée à la perte de son statut social aurait poussé Abélard à chercher un pouvoir transcendantal, un moyen de prouver qu'il était au-dessus des mortels. Ces rituels, bien que sans preuve de violence directe, reflètent une rupture avec la réalité, un pas vers une démence qui effrayait même ses alliés. Pour les lecteurs d'aujourd'hui, cette période soulève une question troublante. Comment un esprit aussi brillant a-t-il pu sombrer dans un tel abîme? Si les pratiques mystiques d'Abélard vous glacent le sang, attendez de découvrir comment ces conflits avec l'Église ont atteint leur paroxysme, le conduisant à un procès qui a bouleversé le Moyen-Âge. La prochaine partie vous emmènera dans une salle où la foi et la raison s'affrontent dans un drame explosif, le procès du Paraclet, un génie face à la justice divine. Si les obsessions mystiques de Pierre Abélard vous ont déjà troublé, préparez-vous à entrer dans une salle où son génie est mis à l'épreuve par la puissance implacable de l'Église. En 1141, Abélard, désormais au sommet de sa renommée, mais aussi de sa controverse, se retrouve face à un procès qui menace de réduire en cendres son héritage intellectuel et spirituel. Cette quatrième partie explore le drame du Concile de Sens, où ses idées hérétiques et ses pratiques douteuses sont exposées, révélant une lutte entre raison et foi qui choque le Moyen-Âge. Si cette histoire vous captive, appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées. Au début des années 1140, Pierre Abélard est une figure à la fois admirée et redoutée. Son oratoire du Paraclet, bien que modeste, attire des étudiants de toute l'Europe, fascinés par sa dialectique audacieuse. Mais ses écrits, notamment Theologia Scholarium, continuent de provoquer la colère des autorités ecclésiastiques. Bernard de Clairvaux, le puissant abbé cistercien, voit en Abélard une menace pour l'orthodoxie chrétienne. Dans une série de lettres incendiaires, Bernard accuse Abélard de semer le doute avec ses questions sur la Trinité et d'empoisonner les esprits avec des idées proches de l'hérésie. Ces accusations combinées aux rumeurs sur ces rituels mystiques conduisent à la convocation du Concile de Sens en 1141. Imaginez-vous dans la cathédrale de Sens où l'air est lourd de tension. Les évêques, les abbés et les théologiens se rassemblent, leurs visages graves éclairés par des chandelles. Abélard, âgé d'une soixantaine d'années, se tient au centre, son regard perçant défiant l'assemblée. Face à lui, Bernard de Clairvaux, avec sa voix tonitruante, lit les accusations hérésies pour ses écrits sacrilèges, pour ses pratiques au Paraclet et corruption des âmes par son enseignement. Les chroniques de l'époque, comme celle de Geoffroy d'Auxerre, décrivent une scène dramatique où Abélard, fidèle à son tempérament, refuse de se soumettre immédiatement. Ce qui rend ce procès si captivant, c'est la confrontation entre deux visions du monde. Bernard représente la foi inébranlable, ancrée dans la tradition, tandis qu'Abélard incarne la raison, prête à remettre en question les dogmes. Mais les rumeurs sur ces rituels mystiques pèsent lourdement contre lui. Un témoin, un ancien disciple du Paraclet, affirme avoir vu Abélard tracer des symboles ésotériques lors de cérémonies nocturnes, une accusation qui, bien que vague, alimente la peur collective. Selon les archives, Abélard nie ces allégations, affirmant que ces rituels n'étaient que des méditations spirituelles. Mais sa défense, marquée par son arrogance habituelle, irrite les juges. Une analyse psychologique moderne pourrait interpréter l'attitude d'Abélard comme un mélange de narcissisme et de désespoir. Confronté à la perspective de perdre tout ce qu'il a construit, il se retranche dans une posture de défi, incapable d'admettre ses torts. À l'époque, cependant, son comportement est perçu comme une preuve de son orgueil diabolique.
Bernard, dans un discours enflammé, le compare à un loup déguisé en agneau, accusant ses idées de menacer l'âme des chrétiens. Les évêques influencés par la ferveur de Bernard condamnent les écrits d'Abélard comme hérétiques, ordonnant leur destruction. Ce procès a des conséquences dévastatrices. Abélard, humilié une fois de plus, est excommunié temporairement et contraint de quitter le Paraclet. Ses disciples, terrifiés par les accusations, se dispersent, et l'oratoire jadis, un centre d'apprentissage, tombe dans l'oubli. Mais ce qui rend cette période si poignante, c'est l'impact sur Héloïse. Restée abbesse du Paraclet, elle doit gérer les répercussions du scandale, tout en protégeant l'héritage d'Abélard. Dans une lettre déchirante conservée dans les épistolae, elle exprime son désespoir face à la chute de l'homme qu'elle aime, tout en défendant ses idées. Imaginez la douleur d'Héloïse déchirée entre son amour pour Abélard et son devoir envers l'Église. Pour les habitants de la région, le procès transforme Abélard en une figure de légende. Les paysans, déjà effrayés par les rumeurs sur le Paraclet, commencent à raconter des histoires d'un érudit pactisant avec des forces occultes. Ces récits, bien que probablement exagérés, reflètent une vérité plus profonde, la peur d'un homme dont l'intellect semblait défier les lois divines. L'Église, soucieuse de limiter le scandale, censure les détails les plus troublants du procès. Mais les écrits d'Abélard continuent de circuler en secret, influençant des penseurs futurs. Ce qui rend ce moment si dramatique, c'est la solitude d'Abélard, face à un système qui ne pardonne pas. Imaginez-vous à sa place, un homme dont le génie a été réduit à une accusation d'hérésie, abandonné par ses alliés et traqué par ses ennemis. Si ce procès vous a bouleversé, attendez de découvrir comment Abélard a passé ces dernières années luttant pour trouver la rédemption dans un monde qu'il avait rejeté. Les derniers jours d'un exilé, entre rédemption et désespoir. Si le procès de Pierre Abélard vous a laissé sans voix, attendez de découvrir ces dernières années où l'homme qui défiait l'Église se retrouve brisé seul et en quête d'une rédemption incertaine. Après le concile de Sens, en 1141, Abélard, excommunié et humilié, s'exile dans l'abbaye de Cluny, où il passe ses derniers jours dans l'ombre de son passé tumultueux. Cette 5e partie explore les luttes intérieures d'un génie maudit, ses écrits finaux et l'impact de son exil sur ceux qui la laissent derrière. Préparez-vous à un voyage poignant dans un monde où la foi, la raison et la folie s'entremêlent. Si cette histoire vous captive, appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées. Après sa condamnation à Sens, Pierre Abélard, désormais âgé d'une 60aine d'années, est un homme brisé mais toujours animé par une flamme intérieure. L'excommunication, bien que temporaire, et la destruction de ses écrits ont terni sa réputation, mais il refuse de se taire. Accueilli par Pierre le vénérable abbé de Cluny, il trouve refuge dans cette prestigieuse abbaye, un lieu connu pour sa discipline et sa piété. Les chroniques de l'époque, notamment celles de Pierre le vénérable lui-même, décrivent Abélard comme un homme affaibli physiquement, mais dont l'esprit reste vif, oscillant entre remords et défis. Imaginez-vous dans les couloirs austères de Cluny, où les moines prient en silence. Abélard, vêtu d'une simple robe monastique, passe ses journées à écrire, méditer et enseigner à un petit groupe de moines. Mais ses nuits sont hantées par des souvenirs, l'amour perdu d'Héloïse, l'humiliation de sa castration et les accusations d'hérésie qui ont brisé sa carrière. Selon un témoignage de Pierre le Vénérable, Abélard rédige dans cette période ses dernières lettres adressées à Héloïse, où il exprime un mélange de regrets et de foi renouvelée.
Ses écrits conservés dans les Epistolae révèlent un homme déchiré, cherchant à réconcilier son passé tumultueux avec une quête de salut. Ce qui rend ces années si poignantes, c'est la transformation d'Abélard. Loin du théologien arrogant qui défiait ses rivaux, il semble s'adoucir, du moins en apparence. Il participe aux offices religieux, s'engage dans des discussions théologiques plus modérées et rédige une apologia pour défendre ses idées. Mais des rumeurs persistent, certains moines de Cluny murmurent qu'Abélard continue en secret à explorer des textes mystiques, cherchant des réponses dans des manuscrits interdits. Un frère, dans une lettre anonyme, affirme avoir vu Abélard tracer des symboles étranges sur des parchemins murmurant des prières qui n'avaient rien de chrétien. Une analyse psychologique moderne pourrait interpréter ce comportement comme une tentative désespérée de trouver un sens à sa vie. Le traumatisme de sa castration combiné à l'excommunication aurait exacerbé une forme de dissociation le poussant à osciller entre repentance et obsession. À Cluny, Abélard semble partager entre le désir de se racheter et une incapacité à abandonner ses idées hérétiques. Ses lettres à Héloïse, pleines de tendresse, mais aussi de tourments, montrent un homme qui lutte pour accepter sa propre humanité. « Mon âme est un champ de bataille », écrit-il une phrase qui résume son conflit intérieur. Pour Héloïse restée abbesse du Paraclet, ces années sont marquées par la douleur et la résilience. Ces lettres empreintes de passion et de chagrin révèlent une femme qui protège l'héritage d'Abélard tout en gérant un couvent terni par le scandale. Imaginez la solitude d'Héloïse, lisant les lettres d'un homme qu'elle aime, mais ne peut rejoindre tout en affrontant les regards suspicieux des autres nonnes. Son rôle dans la préservation des écrits d'Abélard, malgré leur caractère hérétique, témoigne de sa loyauté indéfectible. Pour les moines de Cluny, Abélard reste une énigme. Certains admirent son intelligence, tandis que d'autres le craignent, voyant en lui un homme maudit par ses propres ambitions. Les archives de l'abbaye mentionnent des incidents troublants, des parchemins brûlés dans la cellule d'Abélard, des murmures nocturnes qui effrayaient les novices, et même une altercation où il aurait accusé un moine de l'espionner pour Bernard de Clairvaux. Ces événements, bien que mineurs, renforcent sa réputation de figure instable, incapable de trouver la paix. Abélard meurt en 1642, probablement d'une maladie liée à son âge et à l'épuisement. Pierre le Vénérable, dans une lettre à Héloïse, décrit ses derniers moments comme paisibles, affirmant qu'il s'est confessé et réconcilié avec l'Église. Mais des rumeurs persistent. Certains moines prétendent qu'Abélard, dans ses derniers instants, murmurait des phrases incompréhensibles, comme s'il parlait à des esprits. Cette ambiguïté reflète la complexité de sa vie. Était-il un pécheur repentant, ou un homme poursuivi par ses démons jusqu'à la fin? L'Église soucieuse de clore. Le chapitre Abélard minimise son impact. Ses écrits sont interdits, mais ils continuent de circuler en secret, influençant des penseurs comme Thomas d'Aquin. Pour les habitants de la région, sa mort marque la fin d'une ère, mais les récits de ses pratiques mystiques survivent alimentant des légendes sur un érudit pactisant avec l'inconnu. Ce qui rend ces derniers jours si émouvants, c'est la solitude d'Abélard, un homme dont le génie n'a pu le sauver de lui-même. Imaginez-vous à son chevet, écoutant ses dernières paroles, partagées entre l'admiration et la peur. Si cette fin vous touche, attendez de découvrir l'héritage qu'Abélard a laissé un legs qui continue de troubler et de fasciner. L'héritage du Paraclet, une légende qui persiste. Si les derniers jours d'Abélard vous ont ému par leur tragédie, attendez de découvrir comment son ombre continue de planer sur le Moyen Âge, transformant un érudit maudit en une légende
à la fois fascinante et terrifiante. Après sa mort, en 1142, Pierre Abélard laisse derrière lui un héritage intellectuel et spirituel qui défie les siècles, mais aussi des récits de folie et de sacrilège qui alimentent les peurs de son époque. Cette 6e partie explore l'impact durable de ces idées, l'influence sur Héloïse et le Paraclet, et la manière dont son nom devient synonyme de génie et de danger. Préparez-vous à un voyage dans un monde où la vérité se mêle au mythe. Si cette histoire vous captive, appuyez sur j'aime, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées. La mort d'Abélard marque la fin d'une vie tumultueuse, mais pas la fin de son influence. À Cluny, où il passe ses derniers jours, les moines débattent encore de son héritage. Certains le considèrent comme un martyr de la raison, d'autres comme un hérétique qui a défié Dieu. Ses écrits, bien que condamnés par l'Église, survivent dans des copies secrètes, transmises par des érudits audacieux. Les épistolae, ces lettres échangées avec Héloïse, deviennent particulièrement précieuses non seulement pour leur profondeur émotionnelle, mais aussi pour leur audace théologique. Ces textes conservés au Paraclet influencent des penseurs ultérieurs comme Pierre Lombard et préfigurent les débats de la scolastique. Ce qui rend cet héritage si captivant, c'est le rôle d'Héloïse. Après la mort d'Abélard, elle devient la gardienne de son œuvre, transformant le Paraclet en un centre de savoir où ses idées sont préservées, malgré les interdits de l'Église. Imaginez Héloïse désormais dans la quarantaine, dirigeant son couvent, avec une détermination farouche. Ses lettres pleines de passion et de douleur révèlent une femme qui refuse de laisser l'héritage d'Abélard sombrer dans l'oubli. Selon les archives du Paraclet, elle ordonne la copie minutieuse de ses écrits, même ceux jugés hérétiques, prenant des risques immenses pour protéger sa mémoire. Mais l'héritage d'Abélard ne se limite pas au cercle savant. Dans les villages autour du Paraclet, son nom devient une légende, un conte d'avertissement sur les dangers de l'orgueil intellectuel. Les paysans racontent des histoires de lumières étranges dans l'oratoire de murmures nocturnes attribués à l'âme tourmentée d'Abélard. Ces récits, bien que romancés, reflètent une vérité plus profonde, la peur d'un homme dont l'intellect semblait défier les lois divines et humaines. Une chronique locale du XIIIe siècle, attribuée à un moine anonyme, décrit Abélard comme un sorcier de l'esprit, une figure à la fois admirée et crainte. Une analyse moderne pourrait voir dans cette mythification un mécanisme social. À une époque où l'Église dominait la pensée, Abélard incarnait une menace, celle de la raison individuelle, face à l'autorité collective. Ces pratiques mystiques, bien que probablement exagérées, alimentaient les peurs superstitieuses du Moyen Âge, où tout écart était attribué à une influence démoniaque. Les historiens comme John Marenbone, dans The Philosophy of Peter Abélard, notent que son influence intellectuelle a persisté, influençant la scolastique, tout en restant entachée par les rumeurs de sacrilège. Pour les disciples d'Abélard, son héritage est ambivalent. Certains, comme ceux qui ont rejoint le Paraclet, continuent d'enseigner ses idées, mais avec prudence, craignant la répression de l'Église. D'autres, traumatisés par ses pratiques mystiques, se détournent de son enseignement, préférant la sécurité de l'orthodoxie. Imaginez la douleur d'un ancien étudiant partagé entre l'admiration pour le génie d'Abélard et la peur des accusations d'hérésie. Ces tensions reflètent le paradoxe de son legs, un homme qui a ouvert la voie à la pensée critique, mais à un coût personnel et social immense. L'impact sur le Paraclet est tout aussi complexe.
Sous la direction d'Héloïse, le couvent prospère, devenant un centre d'apprentissage pour les femmes, une rareté à l'époque. Mais la réputation d'Abélard pèse lourd, les évêques surveillent de près les activités du Paraclet et les rumeurs de pratiques mystiques persistent. Les nonnes, selon une chronique de l'époque, vivaient dans la peur d'être associées au scandale de leur ancien maître. Pourtant, Héloïse, avec une résilience remarquable, maintient le couvent en activité, transformant l'héritage d'Abélard en un symbole de résistance intellectuelle. Pour les habitants de la Champagne, l'histoire d'Abélard devient un conte moral. Les conteurs, dans les tavernes et les foires, narrent l'histoire d'un érudit qui a défié Dieu et payé le prix de son orgueil. Ces récits, bien que simplistes, capturent une vérité essentielle. Abélard était un homme déchiré par ses contradictions, un génie incapable de trouver la paix. Au fil des décennies, son nom s'efface des registres officiels, mais ses idées continuent de circuler, semant les graines de la renaissance intellectuelle. Une analyse psychologique moderne pourrait interpréter cet héritage comme le reflet d'une personnalité borderline marquée par des extrêmes émotionnels et une quête incessante de validation. La castration, l'excommunication et les accusations d'hérésie ont amplifié son besoin de laisser une marque même au prix de sa réputation. Pour les lecteurs d'aujourd'hui, son histoire soulève des questions intemporelles. Jusqu'où peut-on aller dans la quête de la vérité et quel est le coût de défier les normes? Si cet héritage vous intrigue, attendez de découvrir comment les légendes autour d'Abélard ont évolué, transformant un homme en un mythe qui hante encore l'imaginaire médiéval. La prochaine partie vous emmènera dans un monde où l'histoire devient légende, révélant une vérité finale, aussi choquante qu'inattendue. Le mythe de l'érudit noir, une légende éternelle. Si l'héritage intellectuel et tragique de Pierre Abélard vous a captivé, préparez-vous à découvrir comment son histoire s'est transformée en une légende qui hante encore l'imaginaire médiéval et au-delà. Après sa mort, en 1142, Pierre Abélard, le théologien audacieux qui défiait l'Église, devient plus qu'un homme. Il se mue en un mythe, un symbole de génie maudit et de révolte contre l'ordre établi. Cette 7e et dernière partie explore comment ces idées, ces scandales et les rumeurs de ces pratiques mystiques ont donné naissance à une légende d'horreur et de fascination marquant la culture européenne pour les siècles à venir. Si cette histoire vous a bouleversé, appuyez sur « j'aime », partagez-la et laissez un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus choqué. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits historiques aussi troublants. Après la mort d'Abélard, son nom ne disparaît pas dans l'oubli, contrairement à ce que l'Église aurait souhaité. Les épistolaïbes, ces lettres échangées avec Héloïse, deviennent un trésor caché, copiés en secret par des érudits et des moines audacieux. Ces textes, mêlant passion amoureuse et réflexion théologique, captivent les penseurs du XIIIe siècle, comme Pierre Lombard, et posent les bases de la scolastique. Mais au-delà des cercles savants, c'est dans les récits populaires que l'histoire d'Abélard prend une dimension presque surnaturelle. Les paysans de Champagne et de Bretagne transforment l'érudit en une figure de légende, l'érudit noir, un homme qui aurait vendu son âme pour défier Dieu. Imaginez-vous dans une taverne du XIIIe siècle, où un conteur, éclairé par la lueur d'un feu, narre l'histoire d'un théologien qui, par orgueil, s'est aventuré dans des savoirs interdits. Les enfants, les yeux écarquillés, écoutent des récits de rituels nocturnes au Paraclet, où Abélard invoquait des esprits dans des cercles de cendres. Ces histoires, bien que romancées, s'appuient sur les rumeurs de ces pratiques mystiques,
amplifiée par la peur collective d'une époque superstitieuse. Une chronique anonyme du XIVe siècle décrit Abélard comme un sorcier de l'esprit, dont les écrits auraient ensorcelé ceux qui les lisaient. Ces récits, bien que sans preuve concrète, capturent une vérité essentielle. Abélard était une figure si disruptive qu'il semblait défier les lois de l'humanité. Ce qui rend cette transformation en mythe si fascinante, c'est la manière dont elle reflète les tensions de l'époque. À une époque où l'Église contrôlait la pensée, Abélard incarnait le danger de l'intellect individuel. Ses idées, qui remettaient en question la Trinité et les dogmes, étaient perçues comme une menace existentielle. Les historiens modernes comme Constant G. Muse dans Abélard et Héloïse notent que sa condamnation au concile de Sens a servi d'avertissement. La raison ne devait pas supplanter la foi. Pourtant, son influence persiste, ses écrits circulant sous le manteau inspirant des penseurs de la Renaissance, comme Érasme. L'impact sur Héloïse est tout aussi poignant. Après la mort d'Abélard, elle consacre sa vie à préserver son héritage, transformant le Paraclet en un centre d'apprentissage pour les femmes, un acte de défi dans une société patriarcale. Les archives du Paraclet montrent qu'Héloïse, jusqu'à sa mort en 1164, enseignait les idées d'Abélard, tout en prenant soin de masquer leur caractère hérétique. Imaginez la force de cette femme, portant le poids d'un amour interdit et d'un scandale qui menaçait son couvent. Ces lettres pleines de douleur, mais aussi de détermination, restent l'un des témoignages les plus émouvants du Moyen Âge, montrant une femme qui refuse de laisser l'histoire oublier l'homme qu'elle a aimé. Dans la culture populaire, l'histoire d'Abélard et Héloïse devient un conte d'amour tragique, mais aussi une mise en garde contre l'orgueil. Les conteurs médiévaux dans les foires et les marchés embellissent l'histoire. Abélard devient un sorcier manipulant les âmes. Héloïse une figure presque martyre, victime de sa passion. Ces récits, bien que simplistes, influencent la littérature ultérieure, comme les poèmes du XIVe siècle et même des œuvres modernes, comme le roman Héloïse et Abélard d'Octave Mirbeau au XIXe siècle. L'historienne Marina Warner note que la légende d'Abélard préfigure des figures de savants maudits, comme Faust montrant comment un homme peut devenir un mythe universel. Une analyse psychologique moderne pourrait voir dans cette mythification un reflet des peurs collectives. Abélard, avec son intellect démesuré et ses pratiques mystiques, incarnait l'angoisse d'une société face à l'inconnu. Sa castration, son excommunication et ses rituels secrets alimentèrent l'idée qu'il était possédé par une force surnaturelle. Pourtant, cette même société admirait son audace, créant une tension entre fascination et répulsion. Pour les lecteurs d'aujourd'hui âgés de 35 à 65 ans, son histoire pose une question intemporelle, où s'arrête la quête de la vérité et où commence la folie. L'héritage d'Abélard dépasse les frontières de la France. Ses idées sur la dialectique influencent la pensée européenne, préparant le terrain pour la Renaissance. Mais c'est dans les récits d'horreur qu'il laisse sa marque la plus durable. Les ruines du Paraclet, encore visibles au XIIIe siècle, deviennent un lieu de pèlerinage macabre où les curieux cherchent des traces de ces rituels. Les villageois racontent des histoires de murmures dans les bois de manuscrits maudits, cachés dans les murs. Même aujourd'hui, les guides touristiques de Champagne mentionnent le érudit noir comme une figure locale attirant les amateurs d'histoires sombres. Ce qui rend cette légende si puissante, c'est sa capacité à capturer la dualité humaine. Abélard n'était ni un saint, ni un monstre, mais un homme déchiré par ses passions, ses traumatismes et son génie.
Sa vie nous rappelle que les esprits les plus brillants peuvent être les plus tourmentés, une leçon qui résonne encore dans notre monde moderne. Si cette histoire vous a bouleversé, partagez-la avec ceux qui aiment explorer les recoins sombres de l'histoire. Appuyez sur « J'aime », laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus choqué et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits historiques aussi troublants.